Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, je suis très prolifique en ce moment. Mais ceci dit, le concept de vidéo embarquée, autant profiter du temps de trajet pour faire des vidéos. Oui ou non? Petite information, quand même grosse information, qui n'a pas du tout été relayée d'ailleurs par vos médias pour essayer de préserver quand même l'état des lieux de la société américaine, surtout sur le plan économique et sur le plan social. Vous savez, l'année prochaine, et oui déjà, c'est l'élection présidentielle américaine. Aujourd'hui, nous avons la momie qui a décidé de se représenter pour un second mandat, alors qu'à l'origine c'était prévu que non, que ce soit Kamala Harris qui lui succède. Sauf que malheureusement Kamala Harris, très rapidement, au bout de quelques mois après sa prise de fonction, s'est avérée en réalité pas du tout avoir la carrure. Et d'ailleurs c'est un peu étonnant parce que quand on sait que Kamala Harris a été propulsée par Barack Obama, soit Barack Obama il était bourré ce jour-là, ou finalement peut-être qu'on surestime un petit peu la qualité intellectuelle du monsieur à savoir choisir ses poulains. Quoique choisir un poulain qui n'est pas du tout à la hauteur, on va dire que ça fait partie aussi maintenant de ce que l'on voit de plus en plus dans nos démocraties, c'est-à-dire la mise en place de gens qu'on balance dans des élections présidentielles, alors qu'en réalité, finalement, on cherche à faire élire des marionnettes, des pions. Ce qui, évidemment, dans une grande partie du Parti démocrate, pose problème. Parce que plus ça va, plus les apparitions de Biden à la télévision sont pathétiques. Récemment, on a vu des images à la Maison-Blanche d'une rencontre où tout d'un coup, Biden, il a la tête penchée, les yeux fermés, et puis il murmure des trucs, on ne comprend pas trop ce qu'il dit, etc. Israelis and Palestinians together at a political level, C'est-à-dire qu'on se dit, mais il a une absence là. Là, il n'est plus là. Il est parti. Des nouvelles images aussi qui circulent, ou encore une fois de plus, sur une enfant, il a des gestes que beaucoup d'Américains considèrent comme inappropriés pour un président américain. Donc les démocrates sont quand même vachement emmerdés. Mais comme ils n'ont rien d'autre sous le coude, ils espèrent que peut-être la stratégie qui consiste à ne pas, tout du moins à faire en sorte d'éviter que Donald Trump soit présidentiable à la prochaine élection, peut-être qu'à la limite, c'est peut-être pas plus mal que de le laisser aller à la présidentielle. C'est comme ça, on va pouvoir refaire le même, exactement ce qu'on a fait en France, c'est-à-dire voter contre. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, en matière statistique, il est très compliqué de savoir où est-ce qu'on en est dans la population américaine. Parce que, je dirais à la limite comme en France, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Américains qui aujourd'hui ne s'expriment plus véritablement dans leur opinion et dans leur pensée profonde. C'est-à-dire qu'ils vont être très consensuels par rapport au discours dominant, mais en réalité, dans les urnes, ils vont voter tout le contraire. Et ça, c'est le risque. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, on est quand même dans une situation où qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse Donald Trump aller au présidentiel en espérant réussir à faire le même scénario que la dernière fois, c'est-à-dire pousser les Américains à voter contre ? Est-ce qu'on va peut-être user de façon beaucoup plus flagrante de fraude pour s'assurer que Biden soit réélu ? Mais peu importe. La problématique, c'est aujourd'hui, même les plus démocrates, les plus progressistes, wokistes qui soient, quand tu les mets devant le fait accompli, tu dis mais est-ce que tu veux vraiment voir Biden refaire un nouveau mandat ? Il y en a oui, qui vous disent oui, bien sûr, pourquoi ?
Il est bien, Biden. Ah bah oui, il est super bien, ouais. Là, tous les étudiants qui espéraient que Biden allait réussir à faire en sorte de soulager un peu les étudiants des dettes, bah on attend toujours. Hein. Là, le sujet est revenu sur la table la semaine dernière, mais le problème, c'est que l'État fédéral ne peut pas légiférer ou ne peut pas interférer dans des affaires économiques, libérales, privées. Ah ben oui, c'est un marché. Tous les étudiants qui sont endettés, ils sont endettés auprès d'organismes privés. Donc c'est un interventionnisme d'État. Or, vous savez qu'aux États-Unis, c'est le pays ultralibéral. L'État fédéral, il est très, très, très titilleux et très tabou de pratiquer une politique d'interventionnisme dans les affaires privées. Bon, sauf évidemment quand les affaires privées sont dans la merde, comme ça a été le cas en 2007, lorsqu'il y a eu la crise financière. Là, vous avez en effet des banques qui ont été pleurées dans les jupes de l'État pour dire oui, aidez-nous, parce que sinon, si on s'effondre, bah, ça va avoir un effet domino. Parce que vous, État fédéral, vous avez été incapable de mettre en place des règles afin de nous éviter d'être des sociétés financières systémiques. Too big to fail. Donc on n'est pas dans la merde. On n'est pas d'autant plus dans la merde que c'est la preuve et la démonstration aujourd'hui de ce que disait Donald Trump par rapport à l'État profond. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pas Biden qui dirige le pays, c'est bien l'État profond. Et là, même les plus réticents, les plus véhéments à vous traiter de théorie du complot, etc., bah aujourd'hui, tu les mets devant le fait accompli, bah, ils n'ont pas d'autre argument que d'acquiescer que, ouais, tout compte fait, oui, mais on n'a pas d'autre choix. Ah bah oui, vous êtes maintenant aux États-Unis comme en France, c'est-à-dire que vous n'avez plus le choix. C'est soit vous votez pour la peste ou le choléra. Et donc, par conséquent, votre démocratie vous a été volée. Puisque vous ne pouvez plus voter par choix. Vous votez par contrainte. Et du côté des républicains, comme je vous l'avais expliqué, aujourd'hui, celui qui est le plus en bonne position, c'est le gouverneur actuel, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride. Pendant un temps, on a pensé peut-être que Robert Kennedy pourrait être un bon challenger. Le problème, c'est que normalement, Kennedy, il est démocrate, sauf que là, il a plutôt tendance à pencher dans des questions évidemment extrêmement taboues. Et malheureusement, là, il a un petit peu dérapé, ce qui fait que ça compromet grandement son potentiel électoral pour se présenter au présidentiel. D'autant plus qu'on ne sait pas trop comment il pourrait se présenter, puisque, comme je vous le dis, il est démocrate. Mais le problème, c'est qu'il est rejeté par les démocrates parce qu'il a des idées plutôt républicaines que démocrates. Donc à moins qu'il revirse, qu'il change de veste et qu'il décide de se présenter à une primaire républicaine, et puis il reste évidemment Donald Trump. Sauf que Donald Trump, aujourd'hui, on lui a mis des casseroles qui fait que ça devient compliqué. Là, il nous a fait un petit coup de com en disant que lui, s'il arrive au pouvoir en 24 heures, l'affaire ukrainienne est réglée. Bon, c'est du Donald Trump, hein, on est d'accord. Donc, on est quand même à 18-19 mois de l'élection présidentielle et pour l'instant, on est littéralement dans un brouillard. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça va se jouer. Et puis la situation aujourd'hui, elle est compliquée parce qu'il y a eu le Covid et derrière, il y a eu l'inflation. Une inflation qui a touché énormément d'États et plus particulièrement les États endettés, les États très progressistes qui, avec leur politique sociale, coûtent énormément d'argent et commencent fiscalement, ça commence à faire mal au cul. Ça fait tellement mal au cul que y a un exode qui commence à s'accroître dans ces États, c'est-à-dire essentiellement
de la population américaine populaire, ouvrière, classe moyenne, un petit peu de classe moyenne aisée, mais pas trop, qui sont en train de se barrer de ces États. Parce que le coût de la vie est trop cher. Du fait que le coût de la vie est trop cher, tous les gens qui ont les petits métiers dans la restauration, dans l'entretien, dans le service, tout ce qui est métier employé, payé à 18 ou 20 $ de l'heure, mais ils n'ont pas les moyens de vivre à 5 ou 10 minutes de leur boulot. Donc ils sont obligés de s'expatrier vers les extérieurs. Donc ce qui veut dire 1 heure, 1 heure et demie à 2 heures de trajet, matin et soir. Donc ce qui fait que ces gens-là, physiquement, sont un petit peu plus fatigués. Qui plus est, c'est quand même un marché et un potentiel pour les activités extra-professionnelles, c'est-à-dire tout ce qui est salle de sport, tout ce qui est club, tout ce qui est activité de fin de journée. Aujourd'hui, on se rend compte que dans ces secteurs-là, ça se pète la gueule. Ça se pète la gueule parce que les Américains, 1, sont fatigués, et 2, n'ont plus les moyens de payer des abonnements dans tel ou tel truc, dans tel ou tel club de sport, pour faire du yoga, etc. Comme on est dans une société ultralibérale de libre concurrence, vous avez à un moment des gens qui se sont lancés tous en même temps dans un marché mais accélère. Là, je suis en face d'une nana, tout le monde roule à 75 à l'heure et elle roule à 50 à l'heure. Et elle fait n'importe quoi. Tu paries qu'elle est au téléphone. Regarde-moi ça. Là, c'est du live que je vous fais. Oh là là. Oh, ça me plaît. Et donc, vous voyez là, c'est du direct. Et donc, les Américains n'ont plus les moyens de faire toutes les activités qu'ils faisaient avant. Parce qu'avant, le coût de la vie était moins cher. Sauf que là, avec l'inflation, l'essence, ça commence à coûter cher, la bouffe commence à coûter cher, et par conséquent, même si la bouffe était chère, il y avait toujours les restaurations, mais même la restauration aujourd'hui, que ce soit des restaurants classiques ou des restaurants rapides, déjà, c'est pas forcément bon pour la santé, parce que les restaurations rapides, même si c'est encore abordable, bouffer ça tous les jours, à mon avis, au bout d'un moment, vous le payez. La malbouffe aujourd'hui aux États-Unis, c'est pas pour rien si on parle d'obésité congénitale. Et je ne parle même pas des autres problèmes de santé qui font qu'il y a des fois, tu as plutôt l'impression d'avoir en face de toi des mutants plutôt que des êtres humains. Et puis, aussi le phénomène que dans certains secteurs, du fait que le coût de la vie a augmenté, qu'il y a certains secteurs où les salaires n'ont pas augmenté, aujourd'hui, il n'est plus intéressant de travailler dans certains secteurs parce que ça coûte plus cher. Le rapport balance profit dépenses est complètement déséquilibré. Pourquoi te faire chier à faire 50, 60 bornes pour aller bosser et gagner des clopinettes que le prix de l'essence, que le prix de la maintenance, de l'assurance de ta bagnole bouffe déjà les 2 tiers de ton salaire. Et après, on s'étonne pourquoi les Américains n'arrivent pas à se loger. Forcément, quand tu vois que la moindre petite bicoque en condo, c'est 700 ou 800 $ de loyer, excuse-moi, mais si tu ne trouves pas de boulot temps plein et que tu es payé 200 ou 300 $ par semaine, tu fais le calcul. Ce qui fait que l'information qui est tombée, et dont aucun média français ne s'est intéressé, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a presque 105 millions d'Américains qui sont considérés comme étant actifs,
tout du moins capables d'être dans la vie active, qui sont au chômage ou sans emploi. C'est-à-dire, en gros, on estime qu'il y a à peu près 60 millions d'Américains qui sont inscrits au chômage et donc qui touchent un chômage, mais qu'on a au moins 40 millions d'Américains qui sont sortis des statistiques parce que inscrits nulle part. Je rappelle, aux États-Unis, on est 320 ou 330 millions d'habitants. C'est-à-dire que là, on est presque à un Américain sur 3 qui n'a pas d'emploi. Et là, on ne compte pas les personnes handicapées qui font qu'ils ne peuvent pas avoir d'activité professionnelle et qui sont subventionnés, qui sont aidés socialement. Et d'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est quand vous regardez tous les parkings où vous avez beaucoup de places handicapées, beaucoup plus que ce que vous pouvez trouver en France, regardez un petit peu les bagnoles que vous avez sur les places handicapées, vous allez vous dire c'est peut-être mieux payé d'être handicapé que d'être un travailleur sans problème de santé particulier, etc. Alors ce qui pose problème parce que le marché de l'emploi aux États-Unis, c'est un marché qui est extrêmement souple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de flexibilité aujourd'hui qui s'est installée, ce qui fait qu'il y a un énorme turnover, qui fait que, il y a des gens qui prennent un job, qui restent 3 mois et qui se barrent, qui vont voir ailleurs. 3 mois, 6 mois. Moi, je vous dis, quand j'ai cherché un boulot, quand les gens ont vu que je suis resté dans une entreprise aux États-Unis pendant presque 4 ans, ils avaient l'air étonnés. Comment vous avez fait pour rester 4 ans? Je dis parce que peut-être je suis un bon élément et que j'ai eu une petite évolution de carrière qui fait plaisir et voilà. Parce que vous avez beaucoup de secteurs d'activité aujourd'hui où c'est un turnover. C'est-à-dire que vous avez à peu près 70% du personnel qui ne reste pas 1 an en activité dans l'entreprise. Qui trouve un autre boulot au bout de 3 mois, 6 mois, 8 mois, mieux payé, avec peut-être de meilleures conditions, etc. Donc ce qui a poussé à un moment donné certaines entreprises à revaloriser, évidemment, certains emplois. Par exemple, McDonald's aujourd'hui, McDonald's qui payait entre 10 et 12 $ de l'heure, aujourd'hui, il est obligé de monter au moins jusqu'à 15 $ de l'heure. Parce que sinon, il ne trouve personne. Ou alors, il trouve des gens, mais des gens qui n'en ont rien à foutre, qui font de la merde. Puis, comme tous les autres, au bout de 3 mois, ça les fait chier, donc ils se barrent. Même parfois, ils se barrent au bout d'1 mois. Donc comme vous avez malheureusement beaucoup de métiers qui sont cadrés, façonnés, c'est-à-dire que tout est calculé, tout est paramétré, il faut absolument faire en sorte de rentrer dans les cases, etc. T'as pas le droit à la prise d'initiative, t'as même pas le droit des fois d'aider le collègue, parce que sinon si tu aides le collègue, ça veut dire que normalement le collègue c'est son boulot, il est payé pour ça, donc t'as pas à l'aider. T'es là, tu te dis mais merde quoi, c'est quoi cette mentalité? Alors attention, je dis pas que c'est partout pareil, hein. Il y a des entreprises, souvent des entreprises un petit peu indépendantes qui elles installent, je dirais, une sorte de conditions de travail beaucoup plus agréables, beaucoup plus humaines, etc. Malheureusement, ça reste des petites entités qui n'ont pas forcément les moyens de vous payer 15 $ de l'heure. Et que très souvent, c'est des petites entités où tu y travailles à temps partiel pour pouvoir te permettre de prendre un deuxième boulot. Parce que ça, des Américains, où, je vous dis, la société où j'ai travaillé avant, chez Cracker Barrel, il y avait même, alors dans le personnel, tu avais des fois le père, la mère, la fille, le cousin, le neveu qui travaillaient dans la même boîte. Et certains étaient embauchés dans cette boîte-là avec 2 emplois différents. C'est-à-dire qu'il y en a, le matin, il arrivait à 8h30, il était au grill, il travaillait jusqu'à 2h, il partait en coupure pendant 2-3 heures,
et ils revenaient à 4 ou 5 heures, comme dishwasher, jusqu'à 9h, 10h. Et rebolote. Et très souvent, c'est des gens qui sont dans le besoin, c'est des gens qui sont déjà endettés, donc c'est des gens très malléables, c'est des gens à qui parfois on demande même de bosser un peu plus tard, de faire la fermeture, parce qu'il n'y a personne d'autre. Oui, sauf que le problème, c'est que ces gens-là, quand tu les vois bosser, déjà, ils font la gueule tout le temps, ils sont fatigués, ils sont de mauvaise humeur, ils sont pas agréables à bosser. Et vous avez des superviseurs qui, eux, voient bien que ces personnes-là sont fatiguées, sont usées. Mais ils tapotent sur l'épaule en disant prends 5 minutes si tu veux, hein, si tu as besoin, prends 5 minutes, hein, etc. Mais c'est très hypocrite parce que c'est tant que la personne elle est là pour satisfaire le besoin, le reste ils s'en foutent. Jusqu'au jour où la personne vient pas bosser parce qu'elle tombe malade ou parce que... moi j'ai vu des gamines, une gamine qui avait un surpoids, serveuse, hein. Sauf que, évidemment, on est aux États-Unis, donc attention, la grossophobie, faut pas. C'est de la discrimination. Ouais, sauf que quand tu vois la nénette qui est en train de transpirer de partout, qui a du mal à respirer, il y a un moment donné, je suis désolé, mais faut voir la réalité en face. La réalité en face, c'est qu'un jour, elle était certainement peut-être un peu trop fatiguée, elle n'a pas fait gaffe, elle a dérapé, elle a cogné la tête par terre, hôpital. Et je ne parle même pas de ceux qui ont des problèmes de santé réels, mais qui malheureusement, comme je vous l'ai dit, société d'endettés, n'ont pas le choix que de bosser au-delà de ce que leurs capacités physiques parfois sont capables de leur permettre de faire. Mais là encore, l'hypocrisie américaine qui fait que faut rien dire. Faut rien dire parce que sinon c'est de la discrimination. Donc tu es en train de voir quelqu'un qui souffre physiquement, mais il faut rien dire parce que sinon c'est de la grossophobie, c'est de la discrimination physique. Même des fois, des gens qui sont censés avoir un contact avec le public, qui sont censés quand même être à l'image de la société, parce qu'il y a cette idéologie wokiste qui a commencé à être nocive dans les milieux professionnels. Certaines sociétés ont pris peur et commencent à accepter des gens qui, physiquement, excusez-moi, mais physiquement, ils sont limites, quoi. Moi, quand je vois ces gens m'apporter de la bouffe, les cheveux en pétard, limite, ça se trouve pas lavé, des piercings un peu partout, pas propre, quoi. T'as pas envie de bouffer dans ce que t'as dans ton assiette, hein. Mais il faut rien dire. Faut rien dire parce que sinon, c'est de la discrimination. Du peu que la personne soit lesbienne ou trans ou truc comme ça, alors là... La limite, la police vous embarque avec une plainte au cul pour discrimination, hein. Donc du coup, voilà, la peur s'est installée, donc c'est le laisser faire, c'est le laisser aller à tout va. Sauf que la clientèle, lui, le client, il est roi. Et quand on commence à voir le chiffre d'affaires qui commence à baisser, qu'on commence à voir des périodes où on avait une moyenne de fréquentation, mais que cette moyenne de fréquentation, on ne les atteint plus. Donc ça veut dire qu'il y a bien un problème. Il est où le problème ? Peut-être que le problème, c'est que les gens sont peut-être plus d'accord de venir dans ton magasin, dans ton restaurant, parce que c'est plus du tout en accord avec leurs convictions, avec leurs opinions, avec leurs mœurs. Logique, hein, c'est la loi du marché. La loi du marché, c'est d'essayer de plaire au plus grand nombre, de vendre au plus grand nombre, d'être irréprochable, d'offrir une qualité de produit, de prestations, de services. Alors, si à un moment donné, parce que idéologiquement tu veux t'afficher en soutien, en promotion d'eux, forcément, ça va forcément déplaire à une partie de ta clientèle, et cette clientèle, elle revient pas.
Ça, c'est comme... là, hier, j'ai vu une vidéo d'un monsieur, je me souviens plus de sa chaîne vidéo, qui fait des vidéos sur des parcs d'attractions, etc., mais qui est très Disney, etc. Et là, quand il a fait une vidéo sur Disneyland, mais qu'il a montré à Disneyland que, en matière d'entretien, de développement, etc., Disneyland Paris, ça commence à être un petit peu négligé. Et tout ça parce qu'il en a gros sur la patate à cause des changements de politique tarifaire. Là encore, tu veux faire claquer 600 € un pass premium, mais dans ce cas-là, derrière, il faut que tu sois irréprochable. Si tu augmentes les tarifs, mais que tes parcs sont en train de commencer à se fissurer de partout, tu vois qu'il y a des défauts, que c'est pas réparé, qu'il y a des zones qui sont laissées à l'abandon, et quand au final on te met, tu vois une stratégie commerciale pour te pousser à la consommation des produits qui sont vendus avec des marges pas possibles. Il faisait d'ailleurs l'allusion d'un restaurant dans le parc Disneyland, qui était un restaurant qui n'était pas forcément très bon marché, mais au moins qui était un restaurant de qualité, bouffe de qualité, avec en plus un spectacle. Il le dit, hein, le spectacle a disparu, la bouffe reste de qualité, mais pas aussi exceptionnelle que ça l'était avant, et les prix ont augmenté. Moi, je ne sais pas, mais il y a un moment donné, soit il y a un décalage énorme entre les gens qui gèrent ces entreprises et la réalité, ou alors c'est bien le signe qu'on est en face d'une situation qui va empirer. Et le fait, quand je vous dis qu'aux États-Unis, on est à 100 millions d'Américains sans emploi sur 320 ou 330 millions d'habitants, ça commence à faire beaucoup. D'autant plus que, même si, comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, vous pouvez très facilement trouver un job. Mais évidemment, ce n'est pas un job qui paye suffisamment. Du moins, ce n'est pas des jobs qui vous permettent de vivre, qui vous permettent d'avoir un appartement, de payer un loyer, d'avoir une voiture, quitte d'avoir des loisirs. Même si, encore une fois, même au niveau des loisirs, aujourd'hui, il est clair que le streaming a eu le bénéfice d'un boost quand même considérable du fait justement que beaucoup d'Américains n'ont plus les moyens, d'aller à droite à gauche, d'aller dans des parcs, d'aller au bord de la plage, d'aller à la mer, d'aller au bord du lac, parce que c'est devenu trop cher. Les hôtels sont trop chers. Le prix des parcs d'attractions sont devenus trop chers. Même ceux aujourd'hui qui vous vantent les plaisirs, la liberté de la van life, il y a des endroits où la van life, tu pètes la tirelire, hein, parce que ça te coûte la peau du cul. Donc aux États-Unis, il y a un sérieux problème. Sans parler, évidemment, de l'intérêt de l'immigration hispanique des pays d'Amérique latine, où l'on trouve évidemment un filon très intéressant de gens, en plus des gens, si c'est des gens qui ont des situations illégales, etc., de pouvoir doper l'activité professionnelle, l'activité commerciale, en faisant travailler des gens illégalement à des salaires de misère. Exactement comme ce qu'on a l'intention de faire en faisant venir des migrants en Europe. Doper la capacité d'entreprise à faire travailler des gens illégaux. Je veux dire, attendez, mais excusez-moi du peu, mais quand vous entendez en France, alors des pâtissiers, des boulangers, des artisans qui appellent au soutien pour faire régulariser leurs employés, pour permettre à leurs employés d'avoir des papiers. Attendez, mais il est légal ou pas votre... Pourquoi vous voulez des papiers pour un employé si normalement vous êtes censé embaucher des gens qui ont des papiers? Vous vous souvenez, ce boulanger là, le boulanger, oui, il a tout intérêt à ce que son employé soit régularisé.
Parce que l'employé, une fois régularisé, il va continuer à travailler, mais travailler au salaire qu'il lui a fait. C'est-à-dire un salaire qu'aucun Français et aucun pâtissier ou aucun boulanger ayant passé 1 an ou 2 ans dans une école avec un diplôme n'acceptera à ce salaire. Et c'est exactement ce qui se passe aussi aujourd'hui dans la restauration. Ils sont tous en train de pleurer parce qu'ils ne trouvent pas de serveur, ils ne trouvent pas de cuisinier, ils ne trouvent pas de commis. Et parce que les salaires qu'ils offrent et les conditions de travail qu'ils offrent, il y a des jeunes, ils n'ont pas envie de bosser là-dedans. Alors du coup, ils trouvent que des saisonniers, mais ça reste que des saisonniers. Les saisonniers, ils sont là pour gagner un peu de sous, mais ce n'est pas des vrais professionnels. Même si dans l'eau, il y en a qui sont souvent des perles rares et qui te font du bon boulot, etc. Mais pareil, à un moment donné, eux aussi, ils se disent, moi j'apporte une qualité de travail, une qualité de production, mais mon salaire n'augmente pas. Alors il y en a quand même qui sont intelligents, il y a quand même des patrons qui sont intelligents, qui sont honnêtes et qui augmentent les salaires, qui offrent des salaires à la mesure de ce que la personne apporte en qualité de production, en qualité de travail, en qualité de service. Mais malheureusement, ce n'est pas tous. Et moi, je suis sûr que si on fait une statistique en étudiant tous les restaurateurs qui se plaignent de ne pas trouver de personnel, et si on enquête sur les conditions de travail, sur les salaires pratiqués, etc., je pense qu'on n'aurait aucune surprise de se rendre compte que la majorité d'entre eux, en réalité, ne payent que le prix de leur politique salariale. Et aux États-Unis, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'il y a une demande de productivité, il y a aujourd'hui des impératifs de plus en plus évidents, où là où encore, à l'époque, moi j'ai connu, où il y avait du métier, il y avait du service. Par exemple, je vous donnais toujours l'exemple du restaurant. Dans le restaurant, ici aux États-Unis, vous avez une personne qui vous accueille, qui vous place, vous avez un serveur qui prend votre commande, vous avez des runners qui vous apportent votre nourriture, vous avez des nettoyeurs. Et là, c'est que la salle. Hein. Après, en cuisine, vous avez des cuistots, vous avez des préparateurs, vous avez des dishwashers, vous avez des gens Windows aussi. C'est des gens qui reçoivent les plats cuisinés, ensuite assemblent les plateaux, assemblent les tables pour les serveurs, pour les runners. Bon, ça, il y a beaucoup de chaînes aujourd'hui. Les runners, ils ont disparu. Maintenant, c'est les serveurs qui doivent à la fois prendre la commande et servir leurs clients, comme ce qu'on a en France, par exemple. Mais par contre, le salaire est toujours le même. C'est-à-dire que, et ça, on le trouve dans beaucoup de chaînes aujourd'hui, beaucoup de grandes chaînes de franchisés, de licenciés, etc. C'est qu'ils commencent à réduire les personnels parce que ça coûte cher. Ça coûte tellement cher qu'il y a un moment donné, c'est ce qui s'est passé chez McDonald's. Leur salaire n'était pas du tout aujourd'hui au niveau. Il y a des restaurants McDonald's franchisés qui se sont retrouvés dans la merde, c'est-à-dire qu'ils ne trouvaient plus personne pour travailler chez eux. Et l'impact, ça a été que les franchisés qui faisaient du 24-24 en drive, les drives étaient fermés. C'est-à-dire perte de chiffre, perte d'activité. Parce que manque de personnel. Alors aussi bien qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit très clairement des jeunes qui ne sont pas du tout compétents, ou alors des personnes âgées qui très clairement sont usées et n'ont pas le rythme pour travailler dans ces restaurants. C'est le bordel. Alors en France, ils ont trouvé la solution. Et d'ailleurs aux États-Unis, ça commence maintenant à se développer, c'est tout simplement remplacer l'homme par la machine. Des bornes. Plus de caissiers, plus de serveurs. Le client, self-service. Alors ça, aux États-Unis, self-service, ça marche du feu de Dieu. Pourquoi ? Parce que les Américains, de nature, dans leur culture, ils sont relativement honnêtes. Mais le problème du self-service en France, vous ne pouvez pas le faire. Parce que forcément, il va y avoir de la chour. Vous êtes obligé de mettre de la surveillance. Vous êtes obligé de mettre quelqu'un pour surveiller les clients, qu'ils ne se mettent pas des trucs dans la poche, etc. Mais même ça, encore à la rigueur, est-ce que ça sert à quelque chose ? Je ne suis pas certain. Donc voilà un petit peu l'état de la situation aujourd'hui aux États-Unis concernant l'emploi. J'aurais pu parler des banques, pareil. C'est la grosse merde, c'est la grosse cacade.
Ça touche même aujourd'hui des grosses banques, Wells Fargo qui est toujours empêtré dans certaines affaires, Bank of America qui est dans beaucoup de doutes, Goldman Sachs qui affiche des pertes qui sont assez symptomatiques des marchés à l'heure actuelle. Donc oui, ça va pas bien. Ça va pas bien. Mais évidemment, sur le terrain, hormis, je vous dis, le fait qu'aujourd'hui, les prix ont augmenté et que ça commence à se ressentir dans le porte-monnaie des Américains, les Américains commencent à dépenser un peu moins que ce qu'ils dépensaient avant, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, et même si on essaie de faire de la rustine, du rafistolage, etc., force est de constater que malheureusement, en coulisses, il se passe bien des choses qui sont pas bons du tout. Et quand vous savez que vous avez un président comme Joe Biden à la tête du pays, vous vous dites que ça se trouve peut-être qu'en effet l'État profond a finalement pris le contrôle, et qu'il y a peut-être forte de chances qu'à un moment donné, il y ait des sacrifices qui soient faits aux États-Unis auprès d'une certaine population, et qu'on est en train de les laisser crever sur le bas-côté de la route. Vous avez vu ces images terribles à Philadelphie, à San Francisco, de ces zombies, de ces gens qui sont tellement drogués avec, je ne sais plus, c'est l'amphétamine ou l'amphétalyle, ou je ne sais plus le type de produit. Oui, la drogue est un moyen de destruction d'une partie de la population. Comme je vous le dis, faire en sorte de laisser sur le bas-côté de la route une population et faire en sorte qu'elle crève d'elle-même. Et ça, en France, ça arrive. C'est-à-dire que les fameux inutiles de M. Laurent Alexandre, il y a un moment donné, c'est soit on va les soumettre à un régime, à une stature de sous-citoyens, sous conditions pour recevoir un revenu universel, ou alors c'est une population que va falloir crever. Si jamais vous avez jamais vu ce film, Soleil Vert, procurez-vous-le, regardez-le. Et vous verrez que lorsqu'on dit que souvent la fiction dépasse la réalité, enfin pour ce film-là pour l'instant, cette fiction ne dépasse pas encore la réalité, mais force est de constater qu'on commence à entendre des bruits, des odeurs qui vont dans ce sens. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.